m'appelle Clémence Macari, je fais de la gestion de projet digital en freelance. J'ai 35 ans et ça fait 4 ans que je suis à mon compte. La première chose qu'il faut savoir, c'est quand j'ai commencé à travailler en 2014, pour moi c'était impensable d'être à mon compte et vraiment impensable de travailler toute seule. Donc j'ai fait un parcours avec un fil conducteur parmi les fils conducteurs classiques, une école de commerce, un CDI dans une très grosse boîte de conseil, et puis à partir de 5-6 ans dans cette boîte de conseil, j'ai commencé à me dire maintenant je sais mieux pourquoi je veux travailler, qu'est-ce qui a du sens pour moi et qu'est-ce qui ne me correspond pas dans ce que je fais aujourd'hui. Donc comment je vais faire autre chose. Donc pour revenir encore un petit peu en arrière, j'ai fait une école de commerce, donc diplômée marketing management. J'ai fait un deuxième master après à la fac pour me former plus spécialement sur les projets, sur la gestion de projets informatiques. Donc ça s'appelait Innovation, Management et Technologies. Et après ça, donc, je suis rentrée chez Accenture et j'ai fait du conseil en système d'information pendant 5-6 ans, en montant du coup progressivement dans les échelons. Et voilà. Et donc moi j'étais sur les projets informatiques dans des grosses boîtes comme ça, c'est toujours pour des gros clients, c'est des missions qui vont durer à minima 1 an et demi, de 1 an et demi à 3 ans, voire beaucoup plus longtemps après quand on a de la maintenance. Donc c'est des projets où le temps est très long, où on est souvent des très grosses équipes et il y a beaucoup de budget qui est en jeu, surtout qu'on est sur des très gros projets pour, par exemple, moi j'ai travaillé pour le système d'information des ressources humaines des hôpitaux de Paris, donc c'est 40 000 employés, c'est vraiment très conséquent. Il y a beaucoup de conséquences aussi quand on développe un service dans un de ces outils. Donc voilà, donc ça m'a donné vraiment une super vision de ce que c'est que la gestion de projet informatique, comment on mène de A à Z depuis un besoin d'utilisateur jusqu'à sa réalité dans le monde physique finalement, avec un impact sur l'utilisateur comme sur l'entreprise ou l'organisation qui le met en place. Et donc simplement, par contre, en continuant de monter dans les échelons, je me suis rendu compte que ces très gros formats de projet où on avait énormément de parties prenantes, ça mêlait aussi parfois du politique, et puis finalement il y a quand même pas mal de projets où on travaille à une montagne et à la fin on accouche d'une souris, et ça m'a vraiment questionné sur le sens et l'utilité que mon travail avait dans toute cette chaîne-là. Et donc je me suis dit que ça ne me correspondait plus assez ou pas assez. Donc à partir de là, j'ai fait un premier pivot, on va dire pour sortir un peu de cette première boîte dans laquelle je m'étais formée pendant 5-6 ans. J'ai travaillé pendant 2 ans pour un accélérateur d'innovation sociale qui s'appelle French Impact, qui est une association en fait elle-même, où on était entre 2 personnes quand je suis rentrée, 10 personnes quand je suis partie. Et en parallèle de ça, je me suis formée à disons que j'ai rajouté des compétences un peu à mon CV en me formant en graphisme et en web design pour être capable moi-même de finalement mener des projets digitaux, mais pour des toutes petites entreprises où l'impact est beaucoup plus évident, quoi. À la fin, au début on n'a rien, à la fin on a un site web qui fonctionne. Ou une identité visuelle que la personne peut réutiliser à son gré sur tous ses supports de communication et qui la rendent visible immédiatement de façon hyper alignée à ses valeurs, et ça c'était génial, quoi. Donc voilà, donc pendant ces 2 ans à la fois je me suis formée à des nouvelles compétences, on va dire, plus opérationnelles, plus opérationnelles, on va dire, et de l'autre côté j'ai beaucoup côtoyé le milieu de l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et en fait beaucoup moins peut-être impressionnant que ce que j'avais imaginé au départ quand j'ai rejoint ma très grosse entreprise en tant que petite employée de ma très grosse entreprise. Et voilà. Et donc maintenant ça fait 4 ans que j'ai quitté cette association et que je me suis lancée à mon compte.
Et donc on en arrive aujourd'hui. Je suis en entreprise individuelle et je travaille autant pour des solopreneurs, des toutes petites entreprises et parfois des PME. Je crois qu'un premier moment clé, ça a été En fait, j'ai eu un moment où j'étais vraiment en perte de sens, donc dans ma première boîte, ma première entreprise, où j'ai fait 2 mois de break. Et à ce moment-là, j'ai repris pied avec une passion que j'avais laissée de côté depuis super longtemps, au moins depuis que j'avais commencé à travailler, qui était le dessin. Et j'ai redécouvert ce que c'était d'avoir de l'espace pour soi, de pur plaisir, de pur flow, où on n'était pas dans une recherche de productivité, de justification, comme ce que je connaissais en continu, en permanence depuis 6 ans. Donc ça a été un premier déclic de réaliser que la vie d'adulte pouvait, et du coup, quand je dis la vie d'adulte, c'est la vie d'adulte actif, pouvait être autre chose que simplement gagner sa vie pour payer ses loyers, ses factures, ses vacances, grosso modo, je schématise. Et donc je pouvais trouver de l'espace dans ma vie future avant la retraite pour vivre déjà pour continuer à vivre mes passions. Et je dirais que le deuxième moment clé, ça a été quand je suis revenue au travail après cette grosse pause, de réaliser, ça a vraiment été quelque chose qui effectivement a fait changer ma perspective de comment tu choisis où tu travailles et ce que tu acceptes au travail. De réaliser que à ce moment-là, j'étais très en colère contre mes boss sur la façon dont quelque chose s'était passé au boulot et qui avait provoqué cette pause. Et quand je suis revenue, quelqu'un m'a dit « mais tu sais, de toute façon tu changeras pas la culture de l'entreprise, donc en fait si ça te plaît pas, ça sert à rien de rester énervé, juste pars et trouve une culture d'entreprise qui te correspond mieux ». Ça a vraiment été quelque chose de super impactant pour moi, parce qu'à partir de là, j'ai arrêté d'être en colère, j'ai arrêté de leur en vouloir, j'ai arrêté de m'en vouloir d'être arrivée là où on en était tous. Et je me suis vraiment tournée vers l'avenir et vers maintenant, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce que j'aime, comment j'aime travailler, avec qui j'aime travailler, dans quelles conditions je travaille à mon mieux, on va dire en étant le mieux possible. Et depuis, j'ai pris ce fil conducteur et c'est ça que j'ai suivi et qui est vraiment ma boussole, on va dire. Je veux dire, là je suis à mon compte, mais demain je pourrais très bien repartir en entreprise si jamais j'ai des repères ou besoin de restabiliser des choses dans ma vie. Tant que je sais que les conditions me conviennent, que je bosse avec des gens avec qui je m'entends bien, que les clients pour qui je travaille, on est sur un rapport de force égale, en fait c'est ça qui compte et c'est pas tant il faut absolument que ce projet-là aboutisse, il faut absolument que ça marche avec ces gens, avec ces nouveaux boss, cette nouvelle hiérarchie ou ces clients-là. Et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, je suis capable de dire non à des prospects en tant qu'indépendante, que je me force jamais à dire oui à un projet juste parce qu'on me propose de faire un site web, qu'on me demande plutôt un site internet. Si les conditions qu'on me pose ne me conviennent pas, en fait, je dis non, parce que la façon dont... c'est ça aussi la joie, le beau côté d'être indépendant aujourd'hui, c'est que tu peux te permettre de dire en fait cette culture-là d'entreprise que tu me renvoies, ça me correspond pas du tout. Donc je veux pas travailler avec toi et c'est ok. Tu trouveras quelqu'un qui correspond mieux à ton fonctionnement et moi je vais trouver des clients qui correspondent mieux à mon fonctionnement aussi. Donc voilà, je dirais ces deux choses-là, retrouver le plaisir dans dans le quotidien. Le job, c'est pas censé être que du plaisir, mais que tu peux avoir du plaisir au quotidien, même si on est dans une vie un peu plus sérieuse que quand on était étudiant. Et la deuxième chose, c'est toi qui choisis ton environnement. Et voilà. J'ai choisi de me spécialiser dans l'accompagnement des TPE et des PME parce que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur individuel,
c'est là où mon rôle a le plus de valeur et d'utilité dans les services que je rends à mes clients. En fait, s'ils font appel à moi, c'est parce que vraiment ils ne peuvent pas embaucher quelqu'un qui va faire la même chose, qu'ils n'ont pas les ressources ou le temps en interne de gérer. C'est encore plus le cas pour des TPE que pour des PME. Mais même pour des PME, par exemple, un de mes clients, qui est une ancienne casse moto qui devient leader numéro 1 de la pièce détachée en France. Ils sont 25 salariés, mais pour piloter leur chantier de transformation informatique, donc changer d'outil métier complètement, et puis après tout l'écosystème des outils informatiques dont ils ont besoin pour faire tourner la boîte. En fait, ils n'avaient personne et surtout pas de budget pour recruter quelqu'un parce que c'est un projet qui a un début, une fin et qu'à la fin, ça doit rouler et voilà. Et en fait, ça fait partie des environnements dans lesquels on est vraiment... en fait, plutôt les personnes qui font appel à nous, elles savent qu'elles ne sont pas capables de le faire elles-mêmes, elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas la ressource et elles vont gagner et du temps et de la ressource et puis que ça va être bien fait en faisant appel à une indépendante. Et c'est encore plus le cas pour les TPE et les solopreneurs qui doivent gérer tout leur business déjà de A à Z en plus de leur activité et qui peuvent se reposer sereinement en se disant ok, je fais appel à quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, elle me pose juste des questions, moi je lui réponds mes couleurs, mes codes, mes machins, j'écris mes contenus et après je sais que le travail est bien fait et qu'elle va tout me transmettre de la façon à ce que ça me prenne le moins de charge mentale possible pour durer sur le long terme. Et donc voilà, et je trouve qu'il y a vraiment une très grande richesse dans les échanges. C'est vraiment avec mes clients, on a une relation humaine d'abord, business évidemment d'abord, mais aussi toujours hyper humaine, hyper à l'écoute l'un ou l'une de l'autre. Et c'est un contexte qu'on ne retrouve pas du tout dans des plus grosses entreprises en fait. Donc déjà, leur premier besoin, c'est de se rendre visible en montrant leur unicité. Donc ce en quoi elles sont différentes de leur concurrence. Le truc, c'est que être visible et montrer son unicité, la communication, c'est absolument pas quelque chose il y a des gens qui savent le faire de façon très spontanée, mais c'est pas quelque chose qui doit être que spontané, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. Les couleurs, les formes, pour ne citer que ça, c'est des codes qui vont transmettre des valeurs, qui vont transmettre des façons de travailler et en fait c'est important de savoir du coup les choisir de façon à ce qu'elles soient le plus alignées avec qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, qui vous voulez adresser comme clientèle et aussi de façon à ce que ça dure sur le long terme et que ce soit pas juste un effet de mode parce que la couleur sauge ou céladon elle est à la mode en ce moment donc on va prendre celle-là et puis dans un an ce sera une autre couleur. Là je dirais que le premier besoin que je vois c'est poser des bases pour permettre d'éduquer l'entrepreneur à savoir comment on choisit, comment on définit sur les bases de son identité visuelle et pourquoi on va choisir ces codes-là. Ça va lui permettre d'éviter de faire la girouette et de changer trop régulièrement et donc de perdre sa clientèle et ses prospects potentiels. Le deuxième besoin, je dirais, c'est se décharger mentalement parce que gérer un site internet, des supports de communication, honnêtement, c'est presque un boulot à part entière, voire souvent ça va être simplement, par exemple, gérer ses posts Instagram ou sa stratégie Instagram. Ça peut facilement devenir tellement chronophage que c'est la moitié de son temps dans la semaine. Ça, c'est impossible parce qu'on a 1 million d'autres choses à faire quand on est indépendant. Et donc voilà, donc le site internet pour moi c'est la même chose quand j'entends mes clientes qui m'en parlent.
c'est énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de cheveux à arracher pour réussir à faire quelque chose qui a l'air professionnel. Donc voilà, on dirait en termes de besoins, il y a les bons réflexes, les bons réflexes, les bonnes bases pour choisir à la fois, je disais, les codes visuels qui vont parler sur le long terme à votre clientèle. Le deuxième axe, c'est choisir les bons outils qui sont adaptés à vous en termes de budget, mais aussi en termes de compétences techniques. Et si c'est zéro compétence technique, il faut que ce soit un outil le plus simple possible pour que vous puissiez être autonome sur le long terme également. Parce qu'en fait, nous, quand on est entrepreneur, on a besoin de faire appel à quelqu'un qui a de la compétence à un instant T pour nous aider à mettre en place, par exemple, en ce qui me concerne, un nouvel outil digital, donc site internet. Et puis, une fois que l'outil est mis en place, je vais transmettre la compétence. Et l'idée, c'est que l'entrepreneur sait faire sans que ça lui rajoute de la charge mentale, même si ça rajoute toujours un petit peu de temps à y passer, sait faire en conscience par lui-même, et donc ça lui apporte de la sérénité, et puis c'est ce qu'il fait, quoi. Alors, quand on travaille ensemble, la première chose déjà qui se passe, c'est qu'on fait un appel découverte. Donc on fait un point ensemble par téléphone de une demi-heure à peu près, pour que je puisse comprendre mieux qui vous êtes, comment vous travaillez, quels sont votre service, et puis surtout quel est votre besoin réel. Il peut y avoir plein de besoins finalement différents à partir de j'ai besoin d'un site internet. Déjà, ça peut être est-ce que j'ai besoin d'une page web? Est-ce que j'ai besoin d'un site vitrine complet? Est-ce que j'ai besoin d'un site e-commerce? Est-ce que j'ai jamais eu de site? Est-ce que j'ai un site et c'est en fait j'ai besoin de le refondre? Donc voilà, moi j'ai besoin pour pouvoir mieux comprendre ce que je peux vous proposer pour vous accompagner, exactement là où vous en êtes, pareil en termes d'appétence technique ou pas du tout. Et donc vous proposez la formule la plus adaptée à votre besoin. Donc ça va être l'appel découverte. Et puis à partir de là, je vous fais un devis et puis vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Et si vous l'acceptez, on commence à travailler ensemble. Donc généralement, je définis 4 grandes phases dans un accompagnement pour un site internet. La première, c'est la conception. Donc effectivement, ça va être la phase de brief. On va prendre 1 ou 2 heures de temps ensemble pour rentrer vraiment en détail sur votre activité, sur votre persona, donc la clientèle cible ou idéale à qui vous vous adressez et pour qui on va créer votre site internet. À partir de là, on va définir la page d'accueil, le design de la page d'accueil de votre site. Une fois qu'on est OK sur les principes, on va dire, de design web, on va quitter la phase de conception et on va passer dans la phase de réalisation. Et donc dans la phase de réalisation, qui est notre deuxième phase, vous allez écrire votre contenu. Moi, je vais créer les nouvelles pages. Enfin, je vais créer les pages, en fait. Je vais créer le site. Je vais mettre en place votre identité visuelle sur le site internet. La troisième phase, c'est la transmission. Donc, en fait, pareil, en général, c'est 2 heures. Et puis, moi, je fais aussi des tutoriels, une dizaine de tutoriels vidéo pour vous aider à prendre la main sur votre site, même quand on ne sera plus ensemble, si jamais on ne fait pas de maintenance. Enfin, c'est pas moi qui fais la maintenance de votre site. Donc, sur cette phase de pédagogie, on va faire 2 heures ensemble où je vais vous transmettre tous les bons réflexes et tout, un peu comment ça fonctionne et ce qu'il ne faut pas oublier de faire pour le mettre à jour. Donc, par exemple, si votre stratégie, c'est d'avoir des nouveaux articles de blog toutes les semaines, comment on publie, qu'est-ce qu'on n'oublie pas de mettre comme caractéristique dedans. Donc, il y a le référencement, autant que le contenu, autant que le travail des visuels et des photos. Tout ça, c'est un ensemble qui est important pour que le site il soit pérenne sur le long terme, qu'il ne devienne pas trop lourd et qu'il soit toujours bien référencé. Donc ça, c'est la phase de pédagogie. Et puis après, il y a une 4e phase qui est optionnelle suivant votre envie, votre besoin, qui est la phase de maintenance. Donc si vous ne voulez pas vous occuper de justement toute cette évolution du site
Vous pouvez prendre un forfait de maintenance sur l'année qui suit, les 2 années qui suivent, pour que quand vous avez besoin de faire des mises à jour sur votre site, vous puissiez simplement passer par moi et me dire de quoi vous avez besoin. Et voilà. Ok, super question. Je dirais que la première erreur, c'est de se dire que un site, c'est des images et du texte. Et après on publie et c'est tout. Parce qu'en fait, un site, c'est beaucoup de facettes, mais surtout, un site qui n'est que des images et du texte publiés sur Internet, c'est un site qui ne sert à rien parce que personne ne va savoir quel est son URL. Il n'est pas référencé, donc on ne va pas pouvoir aller le voir. Il n'est pas communiqué, donc on ne va pas pouvoir aller le voir non plus. Et puis probablement, les images qu'on fait souvent aujourd'hui, qu'on met sur nos sites, souvent aujourd'hui, le premier réflexe, c'est de prendre des images qu'on a prises sur notre téléphone, qui sont hyper lourdes et du coup qui vont rendre le site très lourd à charger, donc qui ne seront pas accessibles à tout le monde. Bref, je dirais que ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, ça va être de partir sur une solution qui est gratuite, juste pour pas y mettre de budget. Et donc solution gratuite, derrière, on peut avoir 2 possibilités. Il y en a un, c'est WordPress. Aller sur de l'open source comme WordPress parce que c'est de l'open source et que du coup c'est gratuit. Sauf que ça demande du temps, de la montée en compétences et puis de l'énergie. Et puis de l'appétence technique pour mettre en place et maintenir un bon site sur WordPress. L'autre possibilité, c'est par exemple un Wix en format gratuit, mais qui a aussi ses écueils, en termes de référencement. Par exemple, c'est partagé que c'est assez mauvais. Donc, je dirais partir sur une solution gratuite parce qu'on vous a dit que c'était ça la bonne solution. C'est aussi un mauvais piège parce qu'en fait, on a tendance à dire pire qu'un site moche, il y a un site qui sert à rien. Et donc, prendre du temps, de l'énergie à faire un site qui finalement va pas servir votre visibilité, ça va juste être un boulet que vous aurez finalement peut-être honte de partager parce que vous n'aimez pas le design, parce que vous n'avez pas réussi à faire ce que vous voulez, ou alors que simplement personne va venir voir parce qu'il n'est pas référencé, quoi. Voilà. Sur mes accompagnements principaux pour les petites entreprises, j'ai les formules d'identité visuelle et les formules de création de site internet. Donc évidemment sur l'identité visuelle, ce avec quoi vous allez repartir, c'est votre logo qui sera dans différents formats. Un format qui peut être utilisé sur les supports imprimés, un format à utiliser sur le web. Souvent on a décliné le logo dans un format carré et un format horizontal parce qu'en fait, suivant les supports sur lesquels on va l'utiliser, on va avoir besoin de formes différentes. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les bulles de profil, c'est souvent des ronds. Donc dans ces cas-là, on va être sur un format donc, carré ou rond. Mais sur typiquement le site internet ou parfois sur des flyers, c'est plus pratique d'avoir un logo qui prend moins de place en hauteur et qui va être plus allongé. Donc voilà, donc, déjà vous aurez votre logo dans les différents formats qu'on aura définis et aux différentes... et aux différents formats couleurs également. Donc à savoir, c'est différent quand on va imprimer et quand on va mettre sur le web. Vous allez aussi avoir vos fichiers de police, donc les polices de caractère qu'on aura définies comme étant vos polices de marque pour que vous puissiez les installer et les réutiliser dans tous les outils que vous pouvez être amené à utiliser. Ça peut être Canva, ça peut être votre site internet encore une fois, ça peut être Word et ainsi de suite, pour avoir le plus possible cette unité de marque partout, sur tous vos supports de communication. Et vous aurez vos couleurs. Voilà. Et puis après, si on a créé un motif, si on a fait une banque d'images, vous aurez tout ça également à la fois. Et l'objectif, c'est d'avoir votre kit marque toujours à portée de main pour que ce soit facile à réutiliser pour vous. Le deuxième, pour les formules de site internet, vous partez avec votre site internet évidemment qui est en ligne, qui est fonctionnel et une dizaine, comme je disais, de tutoriels vidéo pour vous aider à rester
autonome si vous avez décidé de prendre la main par vous-même. Donc quand on va faire cette première heure ensemble au début de la conception de l'identité visuelle comme du site internet, j'ai d'abord, on va dire, 5-6 questions qui sont toujours les mêmes pour commencer à comprendre un peu justement ce que souhaite la personne en termes de mettre du personnel ou rester purement professionnel, en termes de valeur, en termes de persona. Et à partir de là, je vais dégainer des outils différents, en fait, suivant la sensibilité et puis la difficulté à s'ouvrir de la cliente ou du client. Ça peut être un questionnaire de Proust, ça peut être des questions un peu absurdes tirées du chapeau, ça peut être des mises en situation, ça peut être juste le fait de lui raconter qu'elle me raconte comment elle vit son quotidien avec ses clientes et ses clients. Et puis parfois ça peut rester très classique et simplement être tes couleurs préférées, comment tu t'habilles, dans ta garde-robe, c'est quoi tes couleurs, je sais pas, ça va être vraiment, en fait pour moi c'est essentiel de rentrer dans la compréhension profonde de ce qu'est la personne et de ce qu'elle veut renvoyer comme image à sa clientèle. Et donc cette partie-là, elle peut pas être exactement la même pour tous les clients à qui je m'adresse. Elle va forcément s'adapter un peu à la personne que j'ai en face de moi. Et une fois que cette phase-là, elle est terminée et que j'ai réussi à avoir les infos dont j'ai besoin, après on retrouve un peu un process plus classique qui est de faire plein d'essais de logos, de couleurs, de polices ensemble, de revenir à ce que toujours au fondement de ce que la personne nous a partagé d'elle et d'arriver à lui en proposer, on va dire, entre 3 et 5 sur toutes les pistes que je vais créer. Je lui en propose entre 3 et 5 et à partir de là, on choisit, on essaie d'en choisir d'abord peut-être 2 ou 3 si elle n'arrive pas du tout à choisir. Et puis on change les couleurs, les polices en fonction de ce qui va un peu plus lui parler, un peu plus lui correspondre. Bref, on adapte jusqu'à ce qu'on finisse par avoir le logo et les couleurs, les polices qui sont vraiment le « Ah, c'est exactement ça ». Je dirais que 2 choses. Soit la personne sait déjà exactement quel service elle veut proposer, comment elle veut les proposer et quelle valeur elle veut mettre en avant et à qui elle veut le faire. Et dans ces cas-là, je l'orienterai directement vers une professionnelle, ou un professionnel, donc directement vers un graphiste ou un designer qui va pouvoir lui faire son identité visuelle et ou son site. Il faut bien sûr parfois échelonner dans le temps parce qu'on n'a pas le budget d'investir dans les deux à la fois immédiatement. Et puis parfois, c'est pas forcément indispensable d'avoir un site internet tout de suite. Une page Google Business, par exemple, ça peut suffire. Par contre, avoir un logo, des polices, des couleurs qui parlent vraiment à sa persona et qui vont avec vos services, c'est essentiel parce que vous allez pouvoir l'utiliser sur Canva pour tous vos supports de communication. Si par contre, vous vous lancez, vous savez à peu près quel type de service vous voulez offrir, mais vous ne savez pas encore très bien à qui, vous ne savez pas encore très bien sous quel format, à quel prix, moi mon conseil c'est plutôt de commencer par des choses qui vous parlent sur Canva en prenant, ou même avec un générateur de logos gratuit avec le premier truc qui vous plaît et qui parle à peu près à l'énergie que vous faites, que vous voulez transmettre à ce moment-là. Et puis d'attendre de pratiquer un peu jusqu'à avoir une idée plus définie et plus sûre, plus aboutie, plus mûre de, encore une fois, la persona, donc le client à qui vous vous adressez, les services et le format des services que vous voulez faire, et puis et donc voilà, et les prix auxquels vous voulez offrir ces services. Et une fois que ces choses-là, elles sont mûres, c'est le bon moment pour aller voir un indépendant et un professionnel. Mais avant ça, c'est, je pense,
trop flou et le risque de faire une identité visuelle ou un site internet trop tôt, c'est de mettre de l'argent dans des outils aboutis, sauf que 3 mois plus tard, vous avez changé d'avis. Et donc tout ce que vous avez investi, au final, il n'est plus à jour, quoi. Donc il faut réinvestir. Voilà. Donc n'investissez pas trop tôt. Investissez quand vraiment vous savez ce que vous voulez proposer. Et en attendant cette phase-là, il y a plein d'outils gratuits aujourd'hui qui vous permettent déjà de vous exprimer sur des supports de communication sans avoir forcément une identité hyper définie. Et c'est pas grave, encore une fois, de ne pas avoir d'identité hyper définie tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on propose. Voilà. Le mot de la fin. Pour moi, le secret de la reconversion professionnelle qui fonctionne et qui dure dans le temps, c'est de ne pas avoir peur, de continuer à apprendre tout le temps et pousser des nouvelles portes quand on est curieux d'aller faire autre chose, sans avoir peur de se dire « Ah bah finalement, je me suis trompée, cette porte, elle n'était pas pour moi. » Il faut aller voir et il faut continuer à apprendre. C'est la seule manière de sortir de ces boîtes dans lesquelles on se met au départ dans les métiers dans lesquels on se lance. Et la deuxième chose, c'est pas avoir peur de se faire accompagner et voir vraiment l'accompagnement. Donc ça peut être du coaching, ça peut être du bilan de compétences, ça peut être n'importe quoi qui nous aide à à objectiver la situation dans laquelle on est, les compétences qu'on a développées et qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre. Vraiment pas hésiter à se faire accompagner parce que c'est comme ça qu'on arrive à, je trouve qu'on arrive à avancer de façon sereine et efficace à la fois dans son chemin de reconversion. Et vraiment, moi, les coachings que j'ai faits depuis 4 ans, il n'y en a pas un où ça n'en valait pas la peine et où j'en suis pas ressortie plus assurée et plus droite dans mes bottes vers là où j'allais, quoi. Attends, on peut recommencer, j'ai eu un bug. Convertir et de sortir de ce qu'on a. Attends, je recommence.